Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision, via vos box notamment. Émission que vous retrouvez bien sûr dans la foulée chaque soir en replay sur notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira et sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un seul thème, évidemment le leadership Trump aux États-Unis qui va pouvoir s'exercer pleinement. On est au bord du tiercé gagnant avec ce phénomène de vague rouge en l'occurrence, qui s'est déployé. Victoire à la présidentielle et donc la Maison-Blanche pour Donald Trump. Victoire au Sénat avec 2 sièges d'avance pour les Républicains dans la nouvelle composition de la Chambre haute du Congrès et encore un peu d'incertitude sur la Chambre des représentants avec une incertitude qui ne sera peut-être levée que d'ici quelques jours a priori, mais un ballottage pour le moins favorable pour la partie républicaine qui pourrait donc conserver également cette Chambre des représentants qui avait déjà basculé dans le rouge à l'occasion des élections de mi-mandat précédentes. La vague rouge donc qui trace sa route et les premières réponses qui sont attendues de la part des institutions monétaires. A priori, la Fed devrait pouvoir délivrer une baisse de taux de 25 points de base ce jeudi 7 novembre, un calendrier un peu décalé exceptionnellement pour la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En revanche, la communication à suivre sera particulièrement intéressante et il n'est pas sûr que la Fed puisse aller jusqu'au bout de la logique qui prévalait jusqu'à présent pour ramener les taux à des niveaux dits neutres. Donc la communication de la Réserve fédérale américaine attendue ce jeudi sera particulièrement importante. On aura entre-temps une petite décision de la Banque du Brésil également à suivre ce soir et la décision également attendue demain, ce jeudi, de la Banque d'Angleterre. Et puis nous évoquerons bien sûr la réponse ou les réponses possibles du reste du monde face à l'Amérique de Donald Trump et à l'agenda trumpiste tel qu'il a été en tout cas explicité pendant la campagne présidentielle. L'Europe bien sûr qui aura des réponses à apporter et puis la question des émergents, de la Chine et de l'Afrique également. N'oublions pas le territoire africain qui est une terre et un territoire stratégique pour de nombreux États aujourd'hui, les États-Unis notamment. Les enjeux pour les émergents et l'Afrique en particulier, nous en parlerons spécifiquement dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir avec un spécialiste de l'investissement dans ces zones émergentes et africaines, Guillaume Arditi, le fondateur de Belvedere Advisory, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, quelques mots quand même sur cette séance du jour qui marquera l'histoire avec Pauline Gratel. Tendance, mon ami, c'est chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec vous, Pauline. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Donald Trump est donc élu président, 47e président des États-Unis et les marchés réagissent. Oui, la victoire est largement saluée par les marchés boursiers américains. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 ouvrent sur des records en hausse entre 2 et 3%. Le Russell 2000 bondit de 5% et ouvre également sur un record. Bon, réaction de marché sans équivoque, effectivement, pour les bourses américaines. En revanche, le sort des actions dans le reste du monde est un peu plus variable. Oui, malgré une hausse violente ce matin en Europe, les indices se sont largement retournés à la baisse dans l'après-midi. Plus tôt ce matin en Asie, on a vu le Hang Seng à Hong Kong perdre plus de 2%. En revanche, le Nikkei, lui, bondissait de plus de 2% en clôture avec l'effet yen. Oui, parce que parmi les actifs qui bougent beaucoup aujourd'hui, il y a évidemment les devises, le dollar en premier lieu et les taux. Oui, le dollar fait évidemment partie des Trump Trades et l'indice dollar progresse entre 1,5 et 2% aujourd'hui, notamment face au yen ou encore à l'euro. L'euro-dollar, par exemple, rechute autour de 1,07 cet après-midi. Bon, qui dit hausse du dollar, dit également hausse des taux, Pauline. Oui, l'autre grand Trump Trade, sans surprise, le rendement américain à 10 ans, qui bondit de 15 points de base au-delà de 4,45%. Au-delà de sa victoire personnelle, Donald Trump et les Républicains remportent également le Sénat et sont toujours en ballottage favorable
favorable à la Chambre des représentants. Le marché intègre ainsi l'idée de marge de manœuvre très large pour la nouvelle administration. Bon, si on rentre un peu dans le détail de ces Trump Trades, quelles sont les actions ou les secteurs du marché boursier américain qui en profitent le plus aujourd'hui, Pauline? Les banques sont très favorisées, les banques américaines, par le retour de Trump. JP Morgan et Bank of America ouvrent en hausse de 8%, Goldman Sachs de 10% et Wells Fargo de 15%. À suivre évidemment l'action Tesla qui ouvre en hausse de 15%, Elon Musk étant l'un des très proches soutiens du nouveau président américain. Enfin, le titre Trump Media bondit de plus de 25% à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut dire de la composition de la séance sur les indices actions en Europe et notamment les actions françaises par exemple? En France, les actions exposées aux US sont logiquement celles qui profitent le plus de la victoire de Donald Trump. Publicis, EssilorLuxottica, ST Microelectronics ou encore Thales tirent le CAC 40 et gagnent toutes plus de 2% au cours de la séance. A l'inverse, les sociétés d'énergie renouvelable n'en profitent pas. Bon, et puis il y a encore quelques résultats d'entreprise. On reste dans cette saison de publication de résultats avec à Paris notamment Crédit Agricole dans le secteur bancaire qui a publié ses comptes du troisième trimestre. Oui, les résultats sont boudés par les investisseurs. La banque fait état d'un bénéfice net en recul de presque 5% sur un an. Sur le seul troisième trimestre, le bénéfice net recule de quasiment 13%. Le PNB, lui, est stable sur la période. Le titre est dernier du CAC 40 et chute de 5%. Et puis toujours rien de très rassurant dans le secteur automobile avec le dernier exemple en date, BMW en Allemagne qui est lanterne rouge du DAX aujourd'hui après ses résultats. Oui, l'entreprise avait déjà alerté sur ses résultats. Le résultat net plonge de plus de 80% sur un an et c'est bien pire que les anticipations des analystes. Les livraisons sont au ralenti, en particulier en Chine, son marché principal, où elle chute de 30%. Le titre est en baisse de plus de 6%. Bon, quelle sera la suite du programme pour demain pour les investisseurs? Donc la Fed rendra sa décision monétaire demain. Côté micro, on attend les résultats d'Engie, de Legrand, Veolia ou encore Airbnb. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse Tendance. Mon ami vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Enguerrand Artaz est à nos côtés également, gérant la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Baradez nous accompagne ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Bon, tour de table, question très ouverte, enfin il n'y a pas de question aussi, Alexandre, un mot quand même peut-être de la manière dont le marché réagit en première intention en tout cas à ce qu'on peut décrire comme étant une vague rouge. Alors on n'est pas encore tout à fait certain que le tiercé gagnant sera remporté par Trump et les Républicains, mais ça semble néanmoins assez probable, je le disais, avec encore une incertitude autour de la Chambre des représentants, mais un ballottage plutôt favorable pour les Républicains et Trump qui pourrait donc l'emporter à la Maison-Blanche, la Cour suprême est déjà de son côté, et pour l'ensemble du Congrès, lui offrant quand même un certain nombre de marges de manœuvre par rapport à d'autres scénarios où il se serait retrouvé peut-être un peu plus contraint. Que dire des réactions de marché en première intention face à cette situation? Le marché réagit par rapport à une victoire qui est indiscutable. Le vote populaire, c'est 5 millions sur les estimations, sur à peu près 90% des bulletins dépouillés, c'est 5 millions de votes d'écart, donc c'est pas discutable. Voilà, on voit bien que les démocrates n'ont pas cherché à contester quoi que ce soit. Donc il y a les coups des franches, il les aura encore plus si effectivement l'intégralité du Congrès est rouge d'ici quelques jours, probablement. La réaction du marché, c'est grosso modo 2% sur la S&P à l'ouverture. Si on se souvient à l'époque, 2016, la surprise baissière, ça avait été entre moins 5 et moins 6 sur les futurs américains. Donc il y a quand même une asymétrie qui montre que le marché... Moi, ce n'était pas forcément mon cas, mais une partie du marché s'y attendait. Il y avait quand même le Trump Trade en place depuis mi-septembre jusqu'à quasiment fin octobre, un peu dégonflé juste avant l'élection. Mais donc, une partie quand même du marché s'attendait à voir Trump. Donc, on salue ça par... comme il se doit, une hausse des indices, le Trump Trade se poursuit, le dollar qui prend 1,6%, le 10 ans américain qui remonte à des niveaux pas vus depuis début juillet, 90 points de base quasiment de rebond maintenant depuis mi-septembre. Donc, depuis la baisse des taux de la Fed. La baisse des taux, 50 points de base de la Fed. Les taux n'ont jamais été aussi élevés depuis la baisse des taux de la Fed. Voilà, donc on a tout qui ressemble au Trump Trade qu'on avait finalement, qui s'était mis en place en 2016. Après, la question de savoir est-ce que le marché price les marges de manœuvre importantes, j'ai quand même l'impression que si le marché price c'est vraiment une capacité de Trump à déployer ce qu'il avait fait à l'époque, il faut rappeler quand même le contexte de l'époque 2016, c'est pas le même contexte. À l'époque, le SP500, il était en range quasiment, en phase très latérale depuis 2 ans, après un très gros rallye,
post-subprime de 2011, grosso modo, à 2014. Donc 15-16 fois les bénéfices anticipés à l'époque et un range. Au niveau du déficit, il héritait d'un déficit d'Obama qui était revenu à la normale, en fait, qui avait été normalisé à 3%. Donc, marge de manœuvre comme il se devait pour faire un plan fiscal et déployer ce qu'il voulait d'un point de vue budgétaire. Là, le S&P, il a fait x2 quasiment depuis 2022, des respirations, mais qui n'ont pas détendu les multiples. Donc, on n'est plus à 15 fois les bénéfices, on est maintenant à 22 fois les bénéfices anticipés. Et le déficit, il hérite d'une situation de Biden qui, lui, a vraiment tiré sur le déficit, comme il fallait en tout cas au moment du Covid, mais qui a poursuivi ça ensuite. Donc, il semble assez logique de considérer que ces marges de manœuvre, même si le Congrès est intégralement rouge, ne seront pas aussi importantes qu'à l'époque, parce que même si le Congrès est rouge, il y aura une partie effectivement un peu radicale, aspect Trump qui sera OK, mais peut-être qu'il y aura une partie plus modérée, plus centriste des Républicains, et aidé en cela peut-être par des messages du Trésor de la Fed pour dire attention quand même, le déficit, vous le connaissez, on a vu à un moment donné que ça commençait à poser un peu de problème quand les taux sont montés à plus de 5% sur le 10 ans ou autre, donc attention quand même au déficit. Donc il semble qu'il pourra faire un peu d'expansion fiscale et budgétaire pour tenir un peu ses promesses. Il y en aurait eu dans le cadre d'une administration Harris également. Hein. Voilà. Je crois que de ce point de vue-là, pour le marché, oui. Alors je ne dis pas que c'est kiff-kiff, parce qu'il y a manière et manière de faire du déficit budgétaire, oui. Mais à la fin de la journée, il y aura quand même toujours un déficit budgétaire lâche et très lâche aux États-Unis. Oui, mais le raisonnement qu'on peut avoir, moi c'est mon scénario en tout cas, c'est que si Harris était élu, je pense que le marché n'aurait pas aimé, un peu en symétrie du Trump trade. En gros, Trump trade expansionniste, donc Harris, son programme était quand même plus équilibré d'un point de vue des finances publiques et probablement il s'intégrait mieux dans le scénario, et on en parlera peut-être tout à l'heure, de la Fed. C'est-à-dire que je pense que Jérôme Powell lui-même aurait bien aimé avoir Harris parce que ça correspondait pile poil à ce qu'il fallait pour un soft landing et pour ramener l'inflation à 2%. Avec Trump, ce sera peut-être un peu plus compliqué et donc on aura peut-être des premiers éléments demain soir de réponse. Et sur la réaction de marché, vous dites attention, autant en 2016, ça a effectivement donné une impulsion qui est devenue une tendance forte. Là, vous dites attention un peu au risque d'overdose et méfions-nous de la réaction des marchés en première intention. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler aussi durablement que ce qu'on a vu se mettre en place entre 2016 et peut-être jusqu'en 2019 même d'ailleurs. Oui. C'est jusqu'où le marché, les investisseurs, les gérants hauts sont prêts à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer 23 fois les bénéfices, 24 fois les bénéfices? Rappelons quand même que c'est des niveaux, si on va sur des 24 fois, on dépasse les niveaux du pic post-Covid de 2021. On retrouve du coup des niveaux de début des années 2000 au moment de la bulle Internet. Donc c'est quand même des niveaux qui ne sont pas archi confortables et qui selon moi effectivement poussent, je pense, les investisseurs à réfléchir sur la nécessité, encore une fois, de peut-être faire des petites pauses quand même un peu latérales, quelques mois, peut-être dans cette phase de transition avant la prise de fonction de Trump par exemple. Bon, Enguerrand, vos premiers commentaires, réactions à chaud, peut-être les enseignements quand même de ce qui s'est passé sur le plan électoral et la manière dont les marchés, encore une fois, accueillent ce qui semble être un leadership très large, voire dominant de Trump aujourd'hui dans la politique américaine. Ouais, je pense qu'il y a deux choses à souligner. La première, on parlait des marges de manœuvre, c'est que malgré tout, même si je suis d'accord, il y aura peut-être la force du rappel du marché obligataire ou des choses comme ça qui font que les marges de manœuvre seront peut-être pas si grandes que ce que le marché semble pricer aujourd'hui. Malgré tout, le Trump de 2024 et le Trump de 2016 ne sont pas tout à fait les mêmes du point de vue notamment des équipes qui l'entourent. En 2016, Trump gagne presque un peu par surprise. À commencer par la sienne ? À commencer par la sienne, mais justement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas autour de lui une équipe très forte, très composée, ce qui a permis un peu à tous les grands ponts du Parti républicain de se placer ici ou là et un peu de canaliser autant que possible les velléités de Trump. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il a quand même autour de lui des gens qui sont acquis à sa cause, à ses idées. Donc, il a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre, même vis-à-vis de son propre parti, qu'il en avait en 2016. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même, à mon avis, des marges de manœuvre qui sont très significatives du côté de Trump. Ceci étant dit, là où je rejoins Alexandre, c'est sur la poursuite du Trump trade et de la réaction de marché initiale. Alors que là, effectivement, on a la poursuite du Trump trade classique, donc que des choses très logiques a priori, les small caps qui surperforment, les taux qui se tendent, le dollar qui monte, les actifs chinois, européens qui sont plutôt en baisse. Donc on coche un peu toutes les cases du Trump trade classique. Est-ce que ça peut être vraiment durable ? Toute la question est là. Et c'est vrai qu'on peut... on rappelle la différence de contexte par rapport à 2016. C'est vrai que là, on est sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés, sur une dynamique de marché très forte. Et puis, sur le plan aussi macro, on est quand même dans une situation différente. On parlait du déficit budgétaire, c'est vrai, mais aussi, en 2016, on est encore dans cette phase de baisse du chômage. Un petit à petit, on était encore sur cette phase de baisse du chômage qui a duré de 2010
à 2019 finalement, donc quand même dans une amélioration tendancielle de cette partie-là. On n'avait pas du tout eu de sujet d'inflation, au contraire, à la limite on accueillait la reflation avec bienveillance, bien sûr. On était traumatisé par la stagnation séculaire du cycle précédent. Hein. Là on sort d'une période de, on va pas dire d'hyperinflation, mais enfin en tout cas d'inflation très forte. On a un marché de l'emploi US qui, même s'il y a de la volatilité des chiffres d'un mois sur l'autre, est quand même plutôt sur une tendance un peu de dégradation, sans que ce soit forcément inquiétant à ce stade, mais on n'est pas dans une phase non plus d'amélioration. Donc on est quand même dans un contexte très différent. Et les nouvelles qu'on peut avoir, notamment sur le plan macro, dans les 2, 3, 4 prochains mois, c'est-à-dire finalement avant l'investiture officielle et avant que des mesures concrètes puissent être mises en place, elles peuvent quand même pas mal changer la lecture de marché. Imaginons qu'on ait sur les 2 prochains rapports emploi des mauvais chiffres. Tout de suite, la perception des marges de manœuvre de Trump peuvent être un peu remis en cause. Donc, concrètement, ça le ferait réfléchir sur quoi, là, d'avoir effectivement un taux de chômage qui pourrait commencer à remonter encore un petit peu. Donc, quelle partie de la doctrine Trump est-ce que ça pourrait amener à faire réfléchir? Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à dire, mais il y a quand même une partie, notamment sur la partie hausse des droits de douane, où, malgré tout, si c'est implémenté de manière unilatérale, sans nuance, sans distinction, sans exception, etc., où, en fait, traditionnellement, dans l'histoire, quand on regarde, les très grosses hausses des tarifs douaniers ont eu plutôt un effet un peu récessionniste et un peu de ralentissement sur la croissance. Si on met ça en place au moment où on a un emploi qui commence à déraper, le risque que des petites entreprises qui déjà sont un peu en difficulté se retrouvent dans une situation où là on ne peut plus s'approvisionner par rapport à nos produits qui viennent de Chine pour lesquels on n'a pas de produits de substitution, du coup on n'a plus de demande en face et donc on est obligé d'ajuster nos effectifs. Ça peut amplifier. Donc là, ça boucle plus avec la promesse politique de Trump. Et je mets des droits de douane pour vous protéger, quoi. Voilà, et surtout si ça concerne notamment des petites entreprises dans les États un petit peu en difficulté qui ont été très très pro-Trump. Je pense que ça peut un peu faire réfléchir sur cette partie-là. Sans doute pas sur la partie déficit budgétaire, baisse des impôts, etc. Parce qu'au contraire, on dirait c'est aux États-Unis, ça plaît à tout le monde. Oui. Voilà. Mais sur la partie hausse des droits de douane, peut-être que ce sera une priorité qui peut être un petit peu. Donc les fragilités sous-jacentes de l'économie américaine peuvent être quelque chose, une force de rappel pour la doctrine et les Trumponomics. Ça peut en tout cas être le cas, et on va rentrer dans une période là sur 2 ou 3 mois avant l'investiture où tout ce qui va pouvoir se passer sur le plan macro peut avoir vraiment un impact. Gilles, vos réactions, commentaires? Par rapport à ce qui t'est dit, j'ai deux réactions. Par rapport à l'effet, on voit maintenant une segmentation US hors US, clairement. Il y a un gigantesque mouvement d'aspiration de l'épargne mondiale vers les US, clairement. Le reste n'existe plus. On va voir ce que va dire le Parti communiste chinois vendredi matin sur leur relance, mais si à mon avis ils en gardent sous le pied ou s'ils n'arrivent pas à faire un bond, un grand bond en avant, s'ils n'arrivent pas à ça, va être, on va oublier les émergents, on va oublier tout le reste. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, par rapport aux limites de ce qu'on attend de Trump, effectivement, il y a deux. Il y a un paradoxe pour moi dans ces élections parce que le facteur déterminant c'est l'inflation. Je veux dire, la motivation numéro 1 des électeurs, en particulier des classes populaires qui ont voté Trump, c'est le choc de l'inflation attribué à Biden, en fait, qui est l'ensemble Covid et la suite. Donc c'est quand même un peu l'économie, parce que c'est vrai qu'un des premiers commentaires, on s'est dit Clinton nous avait dit it's the economy stupid, etc. On est focalisé, nous, en tant qu'observateurs, sur la croissance nominale, l'activité économique. Mais dans la facteur économique, il y a la partie inflation. Et c'est cette partie-là qui a déterminé le vote des Américains. Des classes populaires. Donc c'est quand même un peu l'économie qui a décidé de ça. Il y a une dichotomie américaine aujourd'hui. Une économie qui est au mieux en termes de croissance économique, de marché boursier, de consommation des classes supérieures, mais avec des classes populaires qui sont en souffrance, clairement. On en a déjà parlé ici, aussi une vision que le chômage chez eux, que leur emploi c'est eux, l'inflation c'est le gouvernement. Il y a aussi cette dichotomie que les démocrates n'ont jamais réussi à joindre quelque part en disant l'absence de chômage c'est aussi un peu d'inflation. Donc tous ceux qui disent en France que l'inflation c'est pas grave. On voit bien cette année, dans toutes les élections, c'est l'année où il y a le plus d'élections, systématiquement les sortants
ont eu des problèmes. En Inde, en Europe, partout. Ouais. Et le sujet numéro 1 qui leur a porté tort, c'est l'inflation. Et les sorties de 2 ans d'inflation. Le coût politique de l'inflation. Le coût politique de l'inflation. Alors, on disait, c'est très bien, on se souvient des années 70, tout le monde était content, voilà, avec on payait. Et en fait, non, il y a un vrai coût politique, surtout dans les sociétés vieillissantes. Il y a un vrai coût politique. Là, au Japon, il y a 3 semaines, le prix des ramen a coûté cher au Premier ministre. Ouais. Donc voilà, donc il y a un coût politique de l'inflation qui est très fort. Et donc par rapport au Trumponomics 2.0, je dirais qu'il y aura quand même 2 limites. Un, c'est hyper inflationniste. Donc répondre à l'inflation par l'inflation, là aussi, ça boucle pas avec la promesse politique de Trump. Je vais vous ramener les prix, vous allez voir, on va revenir au prix d'avant Covid avec moi. Tout ce qu'il veut mettre en place va dans le sens complètement inverse. Voilà, donc ça, il y a un problème politique là, majeur. Après, Trump, c'est après moi le déluge, donc peut-être décider que... il y a la littérature de la campagne, et puis il y a l'exercice pratique de l'agenda. Le Parti républicain par la suite, il a rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème, parce qu'en plus, il y a deux écoles. Il y a les Trumpistes de Washington qui sont très très pro-droit douane, Litzinger & Co. Et il y a ceux de New York, avec Elon Musk, qui pensent que c'est juste un outil de négociation. Là aussi, il va falloir réconcilier les gens. Mais en tout cas... donc il y a cette limite de l'inflation. Et après, moi, ce qui m'a frappé depuis le mois dernier, c'est le retour des bandes vigilantes. C'est quelque chose en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. Voilà, les déficits, maintenant, quoi qu'il en coûte, c'est quelque chose qui a visiblement... Alors, est-ce que c'est et de ce point de vue-là, l'exceptionnalisme américain, le privilège exorbitant du dollar est un peu entamé également. Et même, je veux dire au UK, quand le gouvernement augmente un peu, les guildes remontent jusqu'au sommet. Ok, c'est l'Angleterre. C'est le UK. Voilà, c'est UK, c'est à mars. Mais là, on a quand même vu 80 centimes sur les perspectives. Je veux dire, le chiffre du chômage qui avait mis le faux poudre, il a été quasiment renversé le mois dernier. Donc c'est pas juste la résilience de l'économie qui a justifié ce repricing du marché obligataire. C'est le retour définitif, la résurrection même, je dirais. La résurrection ou pas des bandes vigilantes. Est-ce que maintenant le marché obligataire va peser sur le Congrès alors que pendant 15 ans... Et votre réponse ? Oui. Il y a des chances, oui, c'est possible. Mais après, je ne sais pas, justement, pour le moment, je n'ai pas la réponse, savoir si c'est transitoire ou si c'est. Mais c'est une possibilité. Mais si c'est le retour des bandes vigilantes, le retour du marché obligataire, James Carville, le stratégiste de Wilson, avait dit de me ressusciter dans le marché obligataire, c'est celui qui fait peur à tous les hommes politiques qui dirigent le monde. Si on retrouve ça, on change de dynamique aussi sur les Trumponomics, parce qu'on avait 15 ans où les déficits ne posaient pas de problème et on les finançait. Donc ça. Pour moi, c'est vraiment une surprise. Il y a des garde-fous, quoi. Dans la fragilité de l'économie, dans le marché obligataire. C'est sorti. En tout cas, c'est une nouveauté, moi, frappante. Qu'on commence à avoir peur du déficit aux États-Unis, alors que politiquement, personne n'en parle. Je veux dire, la branche conservatrice a été anéantie par Trump. Paul Ryan, tous les gens qui voulaient faire disparaître la dette d'État, ils n'existent plus politiquement. Tout le Parti républicain était info-aidé. Il n'y avait vraiment personne aux États-Unis aujourd'hui pour défendre l'orthodoxie budgétaire. On verra, avec un petit coup de pouce du marché obligataire, peut-être que quelques voix républicaines, de conservateurs budgétaires historiques pourront retrouver un peu de... Ils ont tous été les quelques-uns, soit ils ont disparu, soit ils se sont trompisés totalement. Hein, donc, mais voilà. Les résurrections sont toujours possibles, vous l'avez dit, Gilles. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de marquant. Le fait que le retour du marché obligataire comme gardien du temple des déficits budgétaires, ça, c'est quelque chose pour moi. Je fais la gestion depuis. Ça, c'était quelque chose des années 90. Oui, on ne l'a pas connu, nous. Enfin, moi, de ma génération, je ne l'ai pas connu. C'est quelque chose qui existait. On savait que dès que de travers, boum, est tout monté. Et voilà, ça fait 15 ans que ça avait disparu. Ouais. On verra, il y a un petit test ce soir. Je crois que le Trésor américain a 25 milliards de dettes à 30 ans à placer. C'est déjà une bonne manière d'entamer, de poursuivre en tout cas l'élection américaine et la réaction de marché. Et donc demain, la Réserve fédérale américaine, Alexandre. Le marché continue d'imaginer qu'une baisse de 25 points de base est encore possible après celle de 50 le 18 septembre. Oui, complètement. On est à 98% de probabilité que ça arrive. Bon. Donc ce serait pas de raison d'en changer. Voilà, pas de raison d'en changer. Mais déjà, si ça changeait, là, ce serait guerre ouverte contre Trump dès le premier jour et Trump rué dans les brancards instantanément. Donc ce serait malvenu politiquement de la part de Powell. Après, c'est baisse de taux mid-dovish ou baisse de taux. C'est toujours pareil, c'est le discours qui va accompagner derrière. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt là ou plutôt plus tard?
j'ai quand même l'impression que ça peut arriver un peu demain quand même, parce que on a quand même un beau corridor entre la réunion de septembre et où il y a pas mal de statistiques, et des plutôt bonnes. L'indice de surprise économique américain, où on se parle, est plus haut depuis 6 mois, 8 mois. Il est bien remonté, les derniers chiffres du PIB sont bons, le dernier ISM Service, ça aussi attention. Le rapport sur l'emploi n'était pas terrible. Enfin, il n'était pas terrible. La composante emploi de l'ISM Service est remontée très très nettement. Hein. Et sur le dernier rapport, les salaires progressent toujours en rythme annuel à 4%, donc on est un peu remonté depuis 2 mois, et donc on n'est plus vers les 3%, on est remonté sur les 4%, et le taux de chômage n'a pas beaucoup bougé. Donc je trouve qu'il n'a pas vraiment la situation du soft landing, on ne l'a pas. Il n'y a pas de landing pour l'instant. Donc je dirais que les projections de septembre, les dot plots ou autres, ont peut-être aussi été faits dans un environnement où il faut regarder alors j'ai pas fait avant de venir, mais les sondages au Trump, Biden au moment de la réunion de septembre, Harris, Trump, est-ce que Harris n'était pas un peu devant les sondages ou autres, qui a pu pousser la Fed à considérer qu'elle avait une chance de l'emporter, avec une dynamique qui était bonne à ce moment-là, et donc a aussi peut-être un peu, ce qui a pu un peu influencer d'autres plots aussi. Est-ce que, on aura les prochaines projections en décembre, mais est-ce qu'on n'a pas une petite porte quand même ouverte demain soir pour envoyer un message qui ne soit pas trop agressif non plus, mais de vigilance par rapport à la... Intéressant de voir. Bon, il sera évidemment largement interrogé sur Trump, mais voir comment il répondra, comment Powell répondra dans la séance de questions-réponses sur les questions qui lui seront posées sur la politique et les Trumponomics. Complètement. Et je propose sur la question du déficit, c'est vrai qu'il y a aussi le propos de Musk. Hein. C'est-à-dire que s'il avait des fonctions un peu plus installées sous le mandat Trump et qu'il donnait ses idées sur la réduction des coûts, on a bien vu comment ça s'est passé chez Twitter, c'était plutôt à la hache que ça s'est passé. Mais la question peut se poser sur l'impact économique. C'est-à-dire que ça peut être un moyen effectivement de réduire les coûts et les dépenses en coupant plusieurs postes, mais quel impact économique en face de ça? Certes, ce serait bien par contre pour l'aspect notation, coût de la dette, etc. Ça remettrait d'équerre un petit peu le stress sur la dette, mais par contre, quel impact économique de tout ça? Et ça pourrait être ce que le marché peut sous-estimer aussi un petit peu. C'est-à-dire, finalement, si Trump s'engage de son administration dans une réduction des dépenses assez rapide, il va falloir compenser ça aussi. Alors, ça peut être quelques mesures fiscales qui arriveront, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un petit risque pour la croissance qui viendrait d'une réduction de déficit Les réductions de coûts, Musk, c'est se faire les agences de régulation qui l'empêchent de mettre des Tesla qui brûlent sur les routes. Hein, je veux dire. Voilà, c'est se venger aussi de la Fed, de crypto. Enfin, voilà, c'est la logique de vengeance, quoi. Il y a quand même une peu de ça. De revanche. De revanche, plus que c'est plus adapté. Non, mais je veux dire, ils veulent faire des agences de régulation. C'est la régulation. Medicare, Medicaid. Là, je pense qu'on rentre dans une grande vague de dérégulation. Si on suit la doctrine Trump, c'est une nouvelle régulation, on en enlève 2, quoi. C'est-à-dire que surtout celles qui embêtent Elon Musk et les cryptos et ainsi de suite. Mais je veux dire, sur les dépenses structurelles du déficit américain, il n'y a rien d'annoncé. Medicaid, c'est maintenu. Medicare, c'est maintenu. Obamacare, il n'a jamais démantelé Obamacare. Les dépenses militaires, personne voilà, donc je veux dire, c'est sur les infrastructures du gouvernement éventuellement, mais il n'y a pas aujourd'hui de vision de diminuer les dépenses, je veux dire, structurelles. Et dernier point par rapport à Trump, bien sûr. Il y a un aspect, c'est que par Powell, justement, je veux dire, un des aspects économiques, c'est la fin de l'indépendance ou la soumission de la Banque centrale. Voilà, et ça sera aussi un sujet intéressant au vu de demain soir et des mois qui vont suivre de la relation entre Powell et... Je ne doute pas des ressorts, y compris au sein de la Réserve fédérale américaine, pour protéger le plus longtemps possible encore son indépendance. L'indépendance, ça ne se balaye pas non plus comme ça d'un claquement de doigts. Ça s'érode dans le temps, je veux bien l'entendre, mais ça ne change pas non plus en 24 ou en 48 heures. Ce sera un enjeu de Trumponomics, voilà comment Powell, et ça commence toujours ce soir, pour Powell et la Fédérale Réserve américaine de préserver... J'ai appris un truc, c'est que Donald Trump, le président des États-Unis, peut virer le président du board de la Réserve fédérale américaine, en l'occurrence Jérôme Powell, mais ne peut pas mettre fin à son mandat de membre du directoire du board de la Réserve fédérale américaine, sachant que l'organe de décision de la politique monétaire, ce qu'on appelle le FOMC, qui est naturellement présidé par Jérôme Powell en tant que membre du board et président du board de la Fed, le FOMC peut se choisir un chairman, un président qui ne serait pas forcément non plus le président du board de la Fed. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir un Jérôme Powell qui ne serait plus président de la Réserve fédérale américaine, mais qui continuerait de présider le FOMC de la Fédérale Réserve. Bon, bref.
On verra où on en est. Non, mais je sais pas. Sur la question de la Fed, qu'est-ce que vous dites, Enguerrand, et la fonction de réaction de la Fed dans un environnement Trumponomics? Mais je pense qu'à court terme, la question ne va pas tellement se poser. C'est-à-dire que là, la Fed a quand même d'assez bons motifs de délivrer les 2 baisses de taux jusqu'à fin 2024. Et ça va assez quand même dans la direction de Donald Trump. Dernière fois qu'il a mis la pression sur la Fed, c'était pas tellement pour qu'elle monte les taux. C'était en 2018 pour qu'elle arrête de les monter et qu'elle commence à les baisser. Donc, tant que la Fed baisse les taux, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de sujets. La question se posera plutôt, à mon avis, début 2025. Si là, sur les mois qui viennent, on a toujours des données économiques très bonnes et qu'on commence à se projeter sur l'impact des Trumponomics sur notamment l'inflation, etc., le risque de surchauffe peut-être de l'économie, et où là, la Fed peut dire... Powell voudra arrêter et Trump lui mettra la pression pour continuer. C'est peut-être pousser la Fed à la faute. Où il y aura un sujet, en sachant que, en plus, pour compléter les propos sur le pouvoir du président américain vis-à-vis de la Fed, il ne peut, en plus, entre guillemets, virer le président de la Fed que a priori pour une faute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement le démettre pour un motif politique. Donc, je pense qu'effectivement, l'indépendance de la Fed peut être un sujet dans le temps. Pas forcément pour les mois qui viennent, en tout cas jusqu'à fin d'année. Je ne vais pas regarder tout dans le détail, mais modifier le mandat de la Réserve fédérale américaine, ça doit quand même passer, j'imagine, à un moment par une petite question au Congrès. Je reviens sur mon point de l'idée de savoir est-ce que Trump a une maîtrise totale du caucus républicain aujourd'hui. Changer le statut et le mandat de la Réserve fédérale américaine, j'imagine là aussi qu'il puis y avoir encore quelques conservateurs budgétaires, monétaires qui émettraient l'idée que ce n'est pas forcément une bonne idée. Il veut de l'obéissance et des taux bas. Donc, grosso modo, effectivement, pour le moment, ça coïncide, il n'y a pas de souci. Il y a un moment où, quand la Fed va voir le pied, il va dire, non, attendez, vous avez baissé les taux pour les démocrates, vous avez baissé les taux pour moi. Et voilà, et c'est ça sa vision. Et il ne va pas s'embarquer sur le problème de mandat, de Fed. D'accord, voilà. Trop compliqué. Il dit, je suis président des États-Unis, j'étais élu, en plus j'ai gagné le vote populaire, ça je pense qu'on va entendre parler, c'est quand même une première pour lui. Et il va dire, maintenant, Vox Populi, Vox Dei, merci de baisser les taux, parce qu'il faut stimuler l'économie. Et voilà, et le problème, ça va être sur le taux, et savoir si l'économie américaine, avec un taux d'hypothèque à 7%, peut fonctionner. Un point, là aussi, dans la rhétorique ou la doctrine Trump, dans les facteurs qui ont sans doute été des facteurs très désinflationnistes dans l'économie américaine, c'est quand même l'accueil de 3 millions de migrants sur l'année écoulée. Alors évidemment, venant suppléer une offre de travail manquante, apportant également, j'imagine, un peu de demande intérieure à l'économie américaine. Ça, c'est une partie quand même de la désinflation que Trump projette d'enlever. Il ne s'agit pas juste de stopper les flux migratoires, il s'agit de les renverser, Enguerrand. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que ça, a priori, autant je trouve sur la partie droit de douane, l'impact inflationniste, même s'il paraît évident, est peut-être pas si linéaire que ça, parce qu'en réalité, l'impact sur la demande, etc., peut avoir des effets un peu contre-intuitifs. Autant sur cette partie réduction de l'immigration, a priori, l'impact est quand même inflationniste. Même si il existe dans le monde des pays où on a un taux de chômage très bas, voilà, pas d'immigration, pas de force de travail et pas d'inflation salariale, ça existe. Mais enfin, vu le fonctionnement du marché de l'emploi américain, ça paraît peu probable qu'on ait ce scénario-là. Donc, effectivement, a priori, ça, c'est quand même inflationniste. Après, la question est de savoir qu'est-ce qui est de la posture politique et qu'est-ce qui sera mis en place dans les faits. C'est-à-dire qu'il y a, on parle quand même de 10 à 11 millions de personnes qui seraient illégales, immigrées illégales aux États-Unis. Alors, pas toutes ont un emploi, mais globalement, c'est quand même un nombre très important de personnes. Renvoyer 10 millions de personnes, c'est facile à dire dans une campagne électorale, c'est un peu moins simple à faire dans les faits. Donc, la concrétisation de ces mesures-là et l'impact réel sur l'économie mettra peut-être du temps à venir. Et j'ajouterais qu'aussi sur la partie flux migratoire entrant, parce que là il y a la question, est-ce qu'il arrivera à renvoyer les gens ? On verra. Mais sur la partie flux migratoire entrant, finalement, le discours était très différent entre Trump et Harris. La réalité de ce qui était projeté n'était pas tellement. Déjà, Joe Biden, au début de l'été, avait quand même
plutôt communiqué sur une réduction des flux migratoires, notamment venant d'Amérique latine. Donc, sur ce plan-là, on n'aurait pas eu non plus une très très grosse différence. Et puis, la force de travail aujourd'hui est quand même relativement importante aux États-Unis. Le marché de l'emploi s'est extrêmement détendu. On a vu sur la dernière enquête Jolts la semaine dernière le taux de départ volontaire qui s'effondre complètement. Donc, on a, je dirais, une force de travail disponible qui augmente largement avec des gens qui ont beaucoup plus de crainte de changer d'emploi. Donc, je dirais là-dessus, à court terme, il n'y a pas tellement à mon sens, d'inquiétude à avoir sur la tendance. Surtout que renvoyer les personnes, ça prendra du temps. Ça rejoint un petit peu le commentaire que vous faisiez sur la réaction de marché. Oui, c'est des Trump trades un peu sous stéroïdes. Néanmoins, si le marché intégrait ou factorisait une implémentation pleine et entière de la doctrine Trump, on ne serait pas à 4,45, j'imagine, sur le 10 ans. Il y a quand même aussi dans l'idée du marché que Trump ne pourra pas aller jusqu'au bout de tous ses projets, ou en tout cas de pousser les curseurs beaucoup trop loin, quoi. Oui, probablement, parce que, encore une fois, entre ce qui est annoncé et ce qui pourrait être mis en place concrètement, même si les marges de manœuvre, a priori, sont importantes d'un point de vue politique, il y a quand même potentiellement pas mal de forces de rappel qui font que tout ne sera peut-être pas mis en place, et surtout pas forcément dans un timing très court. Et surtout les impacts que ça peut avoir. Les annonces, elles peuvent intervenir rapidement. La mise en place concrète et les effets concrets sur l'économie, ça peut prendre quand même un peu de temps. On parle un peu de l'Europe dans ce contexte. Je vais quand même rajouter une chose. Quand on voit le meeting du Madison Square Garden la semaine dernière, je veux dire, Trump a fait une campagne à droite, voire à l'extrême droite. Il assume tout. Il va vouloir délivrer. Et donc, pour moi, c'est pour ça la question. Hein. C'est la question. C'est pour ça que je pense que les caractéristiques inflationnistes de ce qu'il annonce est clair et net et pas perçu par l'électorat. Ça, c'est une évidence. Et même si politiquement ça lui coûte, vous dites, c'est pas grave. C'est son projet. C'est son projet. Il a été clair dessus. Il n'a jamais délayé. Il est toujours resté à droite, voire à l'extrême droite. Il n'est jamais venu au centre. C'est une caractéristique des électeurs. Et donc là, il va essayer de délivrer. Et les gens qui sont avec lui, en tout cas à Washington, moi à New York, mais plus à Washington, sont là pour délivrer du trumpisme pur et dur. Oui. Mais de ce point de vue-là, il s'est préparé. Il l'a très bien expliqué pendant sa campagne. Voilà. Je me suis fait avoir une fois en 2016. Je ne me ferai pas avoir en 2024. Donc sur les droits de douane, sur le rapatriement des immigrés... Il faut compter dessus. À mon avis, il faut compter dessus. Alors après, l'impact, quel est l'impact, ça, je pense, c'est très clair. Mais en tout cas, qu'ils essayent, pour moi, c'est quelque chose qui est... c'est écrit. C'est écrit, vu le style et vu le ton de la campagne. Alexandre, justement, il faut dire un mot de l'Europe. Intéressant. La réaction de marché a été très violente à la hausse ce matin. Et puis, retournement et renversement majeur, puisqu'on va finir en baisse de 1 à 1,5% là, sur l'Eurostoxx, par exemple, pour l'Europe. Ouais, il y a peut-être deux enseignements par rapport à ça. C'est que la réaction initiale, il y a peut-être des facteurs techniques. En gros, l'Europe était un peu sous pression. Le CAC pour des sujets domestiques aussi, budgétaires ou autres. Mais même les voisins comme le MIB italien, par exemple, zone très très latérale depuis 4 mois, 6 mois. Donc, on n'arrive pas à casser cette résistance. Donc, c'était un peu déjà des craintes. Le Trump trade d'un côté pèse un peu sur la valeur européenne. Donc, une fois que ça arrive, c'est un peu l'inverse du sell the news. On craint, donc on achète un petit peu. Mais au-delà de l'effet technique, je pense que ce matin, il y avait quand même peut-être quelques considérations plus moyen terme, et auxquelles je crois d'ailleurs, pas à court terme, mais sur un horizon peut-être de 12 mois, voire un peu plus, l'idée que l'Europe va devoir, comme elle avait fait un peu, alors toujours à son rythme, c'est l'Europe, mais se renforcer sa capacité domestique, en fait. Faire un peu ce que Biden a voulu faire, du reshoring, de la relocalisation d'activités un peu stratégiques ou autres. L'Europe avait déjà commencé à le faire un petit peu après le Covid, quand on s'est aperçu des faiblesses sur les questions de santé. Une ébauche de souveraineté, quoi. Voilà, mais du coup, entre le plan proposé par Draghi, ça pourrait correspondre plutôt bien, les nouvelles menaces, Trump, renforcer cette souveraineté, mais à l'échelle européenne, avec des pays qui ont des capacités toujours fortes aujourd'hui, comme l'Allemagne, qui en plus n'a pas de croissance depuis 2 ans, là aussi ça tombe très bien, voilà, il y a un petit boulevard qui s'ouvre pour renforcer un peu ça. Donc, est-ce que le marché n'a pas détecté, encore une fois, pas à horizon quelques heures, mais par contre je crois que ce sera un momentum qui peut arriver sur un renforcement de cette souveraineté-là, avec l'investissement qui pourrait donc s'accroître un peu. Et puis le deuxième facteur, c'est sur l'Asie. C'est-à-dire que la Chine se retrouve un peu dans le même cas de figure que l'Europe. Ils ont commencé à faire la stimulation
avant que Trump ne soit élu. Et du coup, c'est sûr que si Trump sert à nouveau les robinets, si le moteur export n'est plus aussi performant, et en plus un moteur qui a posé problème par rapport à des surcapacités ou autres, il va falloir faire ce que la Chine a fait, redynamiser un peu plus le moteur. Alors ça, c'est un long fil rouge avec la Chine, mais là, elle aura du coup une occasion de le faire, une justification claire de le faire. Pour tenir cet objectif à 5%, il faut stimuler la consommation, stimuler l'investissement, la demande intérieure, etc. Ou entrer dans une guerre d'échange. Enfin, la dévaluation du yuan, ça peut être aussi une réponse. Oui, mais alors, de quelle manière ça va commencer par une relation? Est-ce qu'on commence par je te mets un coup en dévaluant, je te montre ce que je peux faire, ou est-ce que je donne un signal, par exemple vendredi, je ne sais pas du tout, mais en ouvrant les portes, on a conscience que Trump revient, regardez, on fait un petit geste, on ne va pas se fâcher dès le début. Je ne sais pas, mais je pense par contre que sur un horizon à court terme, c'est très dur à déterminer, mais je pense quand même qu'à moyen terme, c'est quand même dans l'intérêt de la Chine aussi. C'est-à-dire que l'Europe sort un peu les dents aussi, c'est des petites dents, mais on le sort quand même un petit peu sur les questions de droits de douane. Donc la Chine, à un moment donné, s'il y a des pressions de chaque côté, elle va être un peu obligée quand même d'aller là où elle doit aller, c'est-à-dire stimuler un peu cette... Donc ça, je pense que pour les valeurs, le luxe ou autre, sur des horizons, encore une fois, peut-être quelques trimestres, c'est peut-être ça que le marché, ce matin, a voulu un petit peu jouer, et peut-être aussi beaucoup d'aspects un peu techniques de débouclage, ce genre de choses. Vous le disiez tout à l'heure aussi, il va falloir bien suivre, et on ne va pas en préjuger aujourd'hui, mais il faudra bien suivre les réactions de marché en première intention, ce qu'on a observé aujourd'hui et ce qu'on pourra peut-être observer demain. Et sur la Chine notamment, vous dites le sort n'est pas complètement joué non plus. C'est-à-dire que la Chine peut avoir des réponses aussi, peut-être, qui peuvent être d'ailleurs positives encore pour des actifs chinois aujourd'hui, Enguerrand. Quelque part, la Chine a d'autant plus intérêt à délivrer sur le plan du stimulus avec le retour de Trump que si c'était Harris qui était passé. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'a pas une possibilité de voir la Chine surprendre finalement positivement les investisseurs parce qu'elle délivre? Ça me semble une possibilité. Et donc, même si la réaction de marché de premier rang est plutôt négative pour les actions chinoises, est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement une bonne surprise dans les semaines qui viennent et finalement une tendance qui redeviendrait positive pour les actions chinoises, qui paraît a priori contre-intuitif en se disant que Trump revient au pouvoir, mais parce que on a une Chine qui, quelque part, a encore moins le choix. Elle a déjà pas beaucoup de choix compte tenu de sa situation domestique, mais elle a sans doute encore moins le choix dans un contexte où Trump revient et où, même si fondamentalement avec Harris, on ne serait pas non plus redevenus les meilleurs amis du monde en termes de relations commerciales, mais là, la pression va être encore un peu plus accentuée. Ouais. Donc, la Chine a quand même tout intérêt à prendre la mesure de ça. Donc, et une baisse du yuan, même si j'entends que le modèle chinois doit quand même renforcer la partie domestique, mais une baisse du yuan, ce serait complètement hors de propos dans un contexte de tarifs supplémentaires, si ces tarifs étaient mis en place. C'est jamais complètement hors de propos quand ça a été l'arme d'un pays pendant plusieurs décennies. Ceci étant dit, un des objectifs quand même de la Chine, c'est d'asseoir son leadership d'abord sur la zone asiatique en chassant le plus possible les Américains. Et ça passe quand même par un yuan qui est pas trop faible. Okay, bon. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la première réponse qui soit recherchée. Des objectifs qui peuvent être un peu, effectivement, des intérêts qui peuvent être un peu contradictoires dans cette question de la devise chinoise. Qu'est-ce que vous en dites, Gilles ? Oui. Vous pensez que les tarifs vont être mis en place ? Oui. Bon. Et je pense que... La première manière d'accommoder ça, pour moi, c'est quand même de faire baisser cette devise. Oui, mais le problème d'une dévaluation du yuan, c'est que non seulement il y a un problème tout à fait de présence chinoise, et puis aussi, ça contraint la demande intérieure. Je veux dire, ça va à l'inverse de ce dont a besoin la Chine. Oui. Je veux dire, donc la Chine, aujourd'hui, doit besoin... Et quelque part, la crainte que j'ai, je pense, par rapport à vendredi, là, il y a un plénum là, qui doit sortir. Oui, le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire qui est en réunion. Là. C'est que, vu le choc... Et vu l'ampleur la première action de la direction chinoise, c'est de dire ok, on en garde sous le pied, on attend de voir, au lieu de sortir le bazooka, de dire ok, on en garde sous le pied et on attend un peu de voir comment tout ça tourne. Donc je pense qu'on risque d'être déçu vendredi matin parce que voilà. C'est trop tôt. À mon avis, c'est trop tôt. Ouais, j'entends. Ouais. Et donc je pense qu'ils vont je pense que leur inclination naturelle sera plutôt de dire ok, gardons le bazooka au cas où ça tourne vraiment mal. Mais ça, c'est une force de rappel. Ça veut dire que vous disiez tout à l'heure, attention, il y a un risque que les flux sont tellement aspirés aujourd'hui par le dollar et par les actifs américains qu'il y a un risque que le reste du monde passe complètement à la trappe. Pour moi, la journée en Europe, c'est ça. Hein. Ça aujourd'hui, d'accord. Le matin, les Européens disent ça, on fait des boucles, on suit les Américains qui montent. À midi, les Américains arrivent en disant, vous savez quoi ?
le reste du monde, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, tout cap sur les banques américaines, le reste, voilà. Et c'est comme ça qu'on explique, enfin, le retournement s'explique. Bon, on va arrêter le débat pour ce soir. Quel cap on se fixe là, à l'issue d'une journée comme celle-là, avec la masse d'informations qu'il faut intégrer? Quel cap on se fixe sur le plan de l'investissement dans un fonds global macro comme le vôtre, Gilles? Actif américain. Non, voilà, on a tout, nous on a tout l'or, les d'Europe, on a tout, ça a tout vendu, on n'est que sur les Américains. Pas forcément la techno, ce qui est remarquant aujourd'hui que la techno n'est pas le bancaire sur equal weighted, voilà, small caps, oui, voilà, journée small caps, jusqu'au 21 janvier, je dirais, où voilà. Après, ça sera probablement un exercice comme 2025 beaucoup plus difficile. On part, comme on a dit tout à l'heure, valorisation élevée, les taux qui sont sous pression. Hein, voilà, donc je pense que jusqu'à la fin d'année, maintenant, Santa Claus est là, donc on risque d'avoir un rallye. Les 6000 points, je pense, sont quasiment faits. Après, je pense on verra. Après, on verra. Voilà. Oui. Et on pose les jalons pour 2025 qui sera plus compliqué. Alexandre. Je trouve que justement, pour reprendre ces mêmes arguments, que la période qui s'ouvre, justement, il y a une zone grise politique en fait aux États-Unis pendant quelques mois, pourrait justement correspondre à un peu d'incertitude, si Trump déclare des choses un peu trop en amont de sa prise de mandat, etc. C'est peut-être ça qui... Il est là, mais il n'est pas encore tout à fait là. D'accord. Comme les marchés n'ont cessé de... C'est une espèce de rouleau compresseur systématique. Dès qu'il y a un dip, il est racheté, les valos qui détendent un poil se retendent derrière. Moi, je suis plutôt inconfortable avec le 22 fois les bénéfices. C'est-à-dire que si on est à la 6000... ça attendra encore un peu. On peut aller, on est été dans l'histoire, donc on peut le refaire. On anticipe les bénéfices 2025, avec en plus des baisses d'impôts. Ça va nous faire une hausse des bénéfices à 2 chiffres en 2025. Mais il y a aujourd'hui quelque chose, par exemple, ça a été que sur l'or que ça s'est vu, mais l'or qui avait bien joué le Trump trade pendant pas mal de temps, et qui avait joué aussi un peu le dégonflement du Trump trade ces derniers jours avant l'élection, là, a subi le coup de marteau du dollar et des taux. Et effectivement, je suis d'accord sur la partie tech. S'il y a bien un truc, à mon avis, qui peut lâcher sous cet aspect taux et dollars, ce sera la tech en premier, pas les small ou autres. Ça peut accélérer cette rotation, quoi. Et le poids de la tech dans les indices. Oui, mais la tech, à part du DIA, il n'y a plus de résultats avant janvier. C'est le 21 novembre, Nvidia. Il faut qu'ils se remettent dans le calendrier un peu plus réglo maintenant. C'est plus une petite boîte, Nvidia. Ce serait bien qu'ils se mettent avec les autres. Avant l'année, c'est le dernier point important. Et après, on peut partir en vacances. Super. Enguerrand, oui, sur les marchés, il faut considérer Trump comme un accélérateur de tendance, là, d'une certaine manière. Alors, accélérateur de tendance, je pense effectivement sur la partie rotation du leadership au sein des actions américaines. Ça, je pense que ça peut durer pour le coup. D'accord. Et je serais également assez d'accord pour favoriser plutôt les actifs américains et les actifs en dollars sur les mois qui viennent. Même si, en termes, en revanche, d'exposition absolue, là, je rejoins plutôt Alexandre, je serais un tout petit peu plus... je ne serais pas forcément très euphorique, sans aller dans l'excès de prudence, mais je ne serais pas forcément très, très euphorique. Il risque d'overdose. Voilà, peut-être un petit peu. Et là, peut-être le trade un peu contrariant que j'aurais, c'est malgré tout de rester plutôt long des échéances obligataires courtes aux États-Unis parce que l'inflation à court terme continue de baisser, la Fed devrait délivrer sur la fin d'année et à 4,20 25 sur le 2 ans américain, je trouve que l'asymétrie est quand même assez favorable. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les premiers à réagir aujourd'hui dans Smart Bourse à ces élections américaines et cette vague rouge aux États-Unis. Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier, Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management et Alexandre Baradez. IG étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est évidemment l'impact de la vague rouge américaine sur le reste du monde et spécifiquement pour la sphère émergente et encore plus spécifiquement pour le territoire africain. Nous en parlons avec un spécialiste de ces questions, spécialiste notamment de l'investissement en Afrique, Guillaume Arditi, qui est à nos côtés, fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé également à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bon, vos premières commentaires, réactions, vos premiers commentaires à chaud sur l'implication des résultats de l'élection américaine pour la sphère émergente en général et l'Afrique en particulier. Merci Grégoire. Je pense qu'il faut remettre un petit peu du contexte sur la politique étrangère américaine qui est moins fragmentée que la politique intérieure.
Donc il y a quand même un accord bipartisan aux États-Unis sur 2 points essentiels. Le premier, c'est sur le leadership américain. Donc il y a une volonté qui traverse tout le spectre politique américain de maintenir le leadership américain dans les affaires du monde. Le deuxième, c'est également unanimité sur le fait que depuis des années, le centre névralgique pour les États-Unis s'est déplacé de l'Europe vers l'Asie. Donc finalement, en termes de politique étrangère et de conséquences sur les différentes régions, le changement d'administration va probablement pas marquer une fracture monumentale sur les pays émergents. Ce que ça va probablement plus impacter, c'est la relation transatlantique. Mais en revanche, du point de vue des pays émergents, ce à quoi on peut s'attendre, c'est plutôt à un renforcement de leur poids dans un contexte où l'ordre unipolaire post-guerre froide est de plus en plus remis en question. Donc là, il y a une fenêtre d'ouverture pour les émergents qui s'agrandit encore un petit peu plus avec le retour de Trump et d'une administration républicaine et potentiellement d'un congrès républicain. Je pense en fait c'est l'environnement géopolitique global qui est en train de pousser les pays émergents à nouveau sur le devant de la scène. Quand on regarde la situation des États-Unis, actuellement ils sont challengés sur toute leur zone d'influence historique ouais. Et quasi vitale. Donc c'est d'abord évidemment en Asie, ouais. forcément, avec les problématiques avec Taïwan. D'accord. En Europe, la guerre russo-ukrainienne. Et avec un crantage là, qui vient de s'effectuer, puisque maintenant il y a des troupes nord-coréennes, donc on peut s'interroger si ça aurait pu être fait sans un accord au moins tacite de la Chine. Oui. Voilà. C'est quand même assez étonnant. Au Moyen-Orient, l'irrésolution du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies et qui s'ajoute à quand même des catastrophes relativement récentes en Afghanistan et en Irak. Et on va jusqu'en Amérique latine, où un des exemples quand même assez criants, c'est la position du Brésil qui, avec le président actuel, s'affiche de plus en plus auprès de Poutine et Xi Jinping à travers les BRICS, qui eux-mêmes se présentent comme une alternative à l'ordre établi américain. Ouais. Et donc c'est le renforcement du Global South, comme ce qu'il faut imaginer là. Là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a une évolution structurelle qui les pousse vers l'avant, parce que maintenant, les enjeux en fait fondamentaux dans la lutte d'influence, les vecteurs se retrouvent dans les pays émergents. D'accord. Et on revient un petit peu sur les problématiques un peu classiques, influence, matières premières, etc. Sauf que là, ça se précise d'une part, évidemment, sur l'énergie, comme toujours, mais c'est le retour. Deuxièmement, sur tout ce qui est métaux-critiques, d'accord, dans le cadre de la transition énergétique. Et puis troisièmement, et là c'est quand même la nouveauté qu'il y a depuis quelques années, c'est l'autonomisation des chaînes de valeur par rapport à la Chine. Donc cette autonomisation-là, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence ? C'est qu'on ne va pas pouvoir réindustrialiser tous les secteurs dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Europe, pour des problématiques de coûts. Donc la question, c'est plus le onshoring, c'est le friendshoring. C'est ça. Et donc dans le friendshoring, pour avoir des coûts qui soient encore... Ce qui compte, c'est la maîtrise des chaînes de valeur. Ce n'est pas forcément la localisation des chaînes de valeur en tant que telle. Exactement. Ouais. Donc, par exemple, tout le raffinage des métaux critiques, quasiment géré par la Chine, 70-80%, je crois, de mémoire. Quand on considère sur même d'autres industries, que ce soit les véhicules électriques, etc., la question, c'est pouvoir rapatrier une partie des chaînes de valeur sur les territoires type États-Unis, Europe. Et quand ce n'est pas le cas pour des problématiques de coûts, avoir des voisins bienveillants et amis avec lesquels le faire, quoi. Je ne sais pas si Trump s'est beaucoup étendu sur l'enjeu stratégique américain vis-à-vis de l'Afrique pendant sa campagne électorale, Guillaume, mais dans le logiciel républicain ou dans le logiciel du leadership trumpiste aujourd'hui aux États-Unis, que peut représenter justement ce continent africain ? Vous en êtes un spécialiste, hein, c'est pour ça qu'on en parle aussi avec vous aujourd'hui, Guillaume. L'Afrique va avoir une spécificité, c'est que ça reste la seule zone où le jeu est encore ouvert. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle de l'Asie ou de l'Amérique latine, on est vraiment sur du défensif. L'Amérique latine en particulier, même si, par exemple, là, les Chinois viennent de
de lancer un projet pour un port en eau profonde au Pérou. Donc vraiment dans une zone qui est traditionnellement sous une influence forte et très dominante américaine. Donc même si on voit ce type d'incursion, l'Amérique latine, ça reste une zone qui est très largement influencée par les États-Unis. En revanche, l'Afrique, on se retrouve avec un continent où il y a une multiplication des acteurs qui s'y présentent. Évidemment, la Chine, dont on parle depuis déjà longtemps. Russie, oui. La Russie avec sa position toxique dans le Sahel à travers Wagner. L'Inde, la Turquie. Et puis là, très récemment, l'Arabie Saoudite qui annonce 40 milliards de dollars d'investissement sur l'Afrique. Donc là, désolé pour le terme, mais là, il y a une vraie bataille géopolitique qui est beaucoup plus ouverte, comme vous dites, que les positions qui sont défendues par les uns en Asie ou en Amérique latine par les autres. Oui, parce que là, pour l'instant, les positions ne sont pas figées. Ouais. Il y a aussi d'ailleurs un peu une forme de pushback par rapport à la présence chinoise en Afrique, qui est dans certains cas décriée, en particulier sur les problématiques d'endettement. Donc, et ce qui d'ailleurs joue très largement en faveur aussi des pays africains qui eux, voient leur position de négociation se renforcer. Bien sûr, bien sûr. Et ils se retrouvent avec des problématiques qui répondent aux attentes fondamentales, qui sont les métaux critiques, et puis là aussi la possibilité de repositionner les choses. Et pour les États-Unis, dans ce jeu-là, enfin, je veux dire, il y a un mouvement aussi des États-Unis sur ce territoire africain, à travers des entreprises, à travers, enfin, je veux dire, ils jouent aussi ce jeu-là. Absolument, je pense qu'il va se renforcer. Donc ça avait déjà, alors ça avait commencé d'ailleurs. Il y avait eu un peu un push sous l'administration Trump, ensuite qui s'est prolongé sous l'administration Biden. Donc là aussi, une continuité d'une administration à l'autre. D'une administration à l'autre. Et ce qu'on peut anticiper, c'est que ça va ne faire que se renforcer parce que l'intensification de peut-être pas du conflit, mais en tout cas de l'opposition entre la Chine et les États-Unis, elle-même est en train de s'intensifier. Donc là, on voit, d'ailleurs, il y a des exemples qui sont, je pense, parlants et symboliques. C'est que, par exemple, il y a au Ghana un projet de réacteur nucléaire modulaire, donc de petite taille, c'est toute nouvelle technologie. Il y a le développement d'un corridor ferroviaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola, qui est une sortie sur l'Atlantique. Donc là, c'est pour relier les bassins miniers avec les métaux critiques sur la côte atlantique, avec une sortie sur les États-Unis. Et troisième point qui est très récent, troisième exemple, c'est l'annonce qui a été faite par JP Morgan et Jamie Dimon il y a quelques jours sur l'ouverture de JP Morgan Chase en Côte d'Ivoire et au Kenya avec un plan de développement. Et ça marque vraiment une rupture par rapport à la crise de 2008 et au retrait. Qui avait vu le retrait justement des grandes banques, on avait parlé de ça pour l'Europe, mais des grandes banques américaines également. Exactement. Bon. Et l'Europe dans tout ça, enfin, je veux dire sur ces enjeux africains ou ces opportunités africaines, Guillaume, on regarde le train passer ou est-ce qu'on a vu quand même l'enjeu et les opportunités que ça pouvait représenter? Alors l'Europe, ça va être une grande question parce qu'en fait, l'Europe fait face actuellement à des problématiques qui ne font que s'intensifier avec l'arrivée de Trump, qui sont des problématiques de souveraineté, énergétique. Aujourd'hui, on a remplacé finalement le gaz russe par du gaz américain, qui soit dit en passant est du gaz de schiste. Voilà, pointillé sur les problèmes de transition énergétique. Deuxièmement, pareil sur les problèmes de transition climatique. Troisièmement, souveraineté industrielle, également avec l'autonomisation des chaînes de valeur. Et ce à quoi on peut ajouter, et là c'est un sujet qui va s'augmenter, la défense. Donc sur les trois premiers, on a le continent africain qui offre toutes les possibilités de partenariat possibles. Ouais, je comprends. Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe. Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe va continuer à regarder l'Afrique selon... Il y a eu deux dimensions, en fait. Il y a eu la première, c'était la dimension aide au développement. Ok, très bien. Ensuite, il y a une deuxième dimension, ça a été Afrique potentiel, opportunité. L'opportunité, c'est une option qu'on exerce ou pas. Bon, visiblement, en Europe, on a quand même décidé de ne pas trop exercer l'option. Ouais. Maintenant, il y a peut-être la troisième option, qui est la troisième dimension, qui est le bon sens. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un continent de 1,5 milliard d'habitants demain, qui est notre voisin. Pragmatisme. Et je trouve qu'il y a
là, je relisais le rapport Draghi, il y a une phrase que j'ai trouvée particulièrement marquante et qui, à mon sens, résume bien la situation. Alors, en substance, ça disait quelque chose comme il faut abandonner l'illusion selon laquelle la procrastination permet de préserver le consensus. Ah, oui, ça, oui. Je pense que tout est là. Le statu quo, effectivement, n'est plus une option possible. Le statu quo qui se transforme d'ailleurs en paralysie de plus en plus de l'Europe. On a essayé, certains ont essayé la sortie de l'Europe, ça a été un désastre. Aujourd'hui, on passe du statu quo à la paralysie, ça ne semble pas être une option soutenable à terme. Et donc, reste l'option d'une vision stratégique et d'une intégration plus et d'un passage à l'action. Et d'un passage à l'action. On restera sur ces paroles. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Arditi, fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.